je suis née à cause d'une erreur. Ma mère a passé une nuit d'imprudence avec quelqu'un qu'elle connaissait à peine. Si mes grands-parents n'avaient pas forcé mes parents à se marier, je ne serais probablement même pas là. Ma naissance n'a pas été un moment heureux. C'était plutôt une punition pour eux. Mon père n'a jamais essayé de cacher à quel point il détestait ma présence. Adieu ma jeunesse, marmonnait-il en me regardant, comme si j'avais ruiné la vie incroyable qu'il voulait. Ma mère ne me frappait pas, elle ne criait pas, mais elle ne me serrait pas dans ses bras et ne disait jamais rien de gentil non plus. Pour eux, je n'étais pas vraiment leur enfant, j'étais juste un poids à porter. Les 11 premières années de ma vie ont tourné autour d'une seule règle, ne pas être un problème. J'ai appris à marcher en silence, à parler doucement et à rester invisible. Mais peu importe à quel point je faisais attention, ma simple présence semblait agacer mon père. Puis un jour, tout a changé. Laurie est née. Pour mes parents, c'était comme un miracle, l'enfant en or. Ils ont pleuré de joie, l'ont serré dans leurs bras, et ont célébré sa naissance. À partir de ce jour-là, je suis devenue l'étrangère, la servante, l'enfant oublié. Kayla, surveille ta sœur. Kayla, tais-toi, Laurie dort. Kayla, pourquoi tu ne peux pas être comme Laurie? Laurie recevait des vêtements neufs, moi, je récupérais ceux de gens qu'on connaissait à peine. Laurie avait des gâteaux d'anniversaire, moi, une bougie plantée sur un morceau de pain. Laurie avait des câlins, moi, le silence. Un jour, j'ai demandé à ma mère, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Elle a simplement poussé un soupir, sans rien dire, comme si je n'existais pas. Je m'y suis habituée. J'ai arrêté d'espérer. Mais il y avait une chose que je n'ai jamais arrêté de faire, rêver. J'ai appris à me fondre dans le décor. Si je restais assez silencieuse, si je ne causais jamais de problème, peut-être, juste peut-être, que je trouverais la paix. Je me disais que si je devenais invisible, peut-être que mon père arrêterait de me regarder avec haine. Peut-être que ma mère arrêterait de soupirer chaque fois que je parlais. Mais peu importe ce que je faisais, je restais une ombre, seulement là pour servir la famille. À 8 ans, ma mère m'a tendu une serpillière et m'a dit, à partir de maintenant, c'est toi qui nettoies toute la maison. Au début, ce n'était que nettoyer les tables et balayer. Mais très vite, je frottais, faisais la lessive, la vaisselle, et accomplissais n'importe quelle corvée qu'on me donnait. À 10 ans, ma mère ne faisait pratiquement plus rien elle-même. Kayla, la lessive n'est pas faite. Kayla, le sol de la cuisine est sale, recommence. Kayla, prépare le dîner. Et juste comme ça, je suis devenue la femme de ménage de la famille, sans jamais être payée ni même remerciée. Pendant que je travaillais, Laurie menait une vie totalement différente. Ma mère lui achetait de jolies robes, commandait des gâteaux pour ses anniversaires, et lui offrait de nouveaux jouets ou poupées dès qu'elle les demandait au magasin. Je me souviens avoir demandé un jour un nouveau sac à dos parce que le mien tombait en morceaux. Ma mère m'a regardée comme si j'étais folle, ton sac marche encore, m'a-t-elle répondu. Une semaine plus tard, Laurie a reçu un superbe sac rose brillant avec des paillettes. Mais le pire, ce n'était pas les choses que je n'avais pas. C'était la façon dont ma mère regardait Laurie avec amour, comment mon père lui souriait et lui tapotait le dos quand elle avait de bonnes notes. Et moi? Je pouvais nettoyer toute la maison sans qu'on me dise merci. Je pouvais préparer le dîner tous les soirs sans que personne ne me demande même si j'avais mangé. Même si je me sentais seule, il y avait une chose qui me faisait sentir que j'existais, cuisiner. La première fois que j'ai cuisiné seule, j'avais 9 ans. Ce n'était que des œufs brouillés, mais je me souviens encore du bonheur que j'ai ressenti en voyant le jaune fondre sur le pain grillé. Avec le temps, la cuisine est devenue la seule chose qui me faisait du bien. J'ai appris à cuisiner en regardant ma mère. Je me souvenais de chacun de ses gestes et j'essayais dès que j'en avais l'occasion. À 13 ans, je pouvais préparer un repas complet toute seule. Je me souviens encore de la première fois où j'ai fait des lasagnes pour le dîner. Quand Laurie a pris sa première bouchée, elle a dit « Waouh, c'est trop bon ». Ma mère a souri, mais pas à moi. Elle a regardé mon père et dit « Je crois que je l'ai encore mieux réussi cette fois, tu ne trouves pas ?» J'ai eu envie de crier « C'est moi qui l'ai faite ». Mais je me suis rappelé que je n'étais qu'une ombre, et les ombres n'obtiennent pas de reconnaissance. J'ai retenu ma colère et pensé, ce n'est pas grave. Un jour, je trouverai ma place, un endroit où je n'aurai plus besoin d'attendre dans le noir en espérant qu'on me remarque. J'ai toujours su quel était mon rôle dans la famille, la discrète, l'invisible, l'étrangère. Mais ça ne voulait pas dire que je n'avais pas de rêve. Je voulais devenir chef, pas juste quelqu'un qui cuisine dans une cuisine familiale, mais quelqu'un dont les gens se souviennent grâce à sa nourriture. Après l'école, je regardais des émissions de cuisine, je notais des recettes et je m'exerçais dès que j'en avais le temps.
Je rêvais d'ouvrir un jour mon propre restaurant, un endroit où les gens viendraient parce qu'ils aimaient ma cuisine, un endroit où je ne serais plus une ombre. Mais quand j'ai parlé de mon rêve, ils ont tous éclaté de rire. Ouvrir un restaurant? Tu te prends pour qui, Gordon Ramsay? A dit mon père en secouant la tête. Les restaurants ferment tout le temps. Les gens mangeront peut-être ta nourriture une fois et t'oublieront le lendemain. Kayla, sois réaliste, a ajouté ma mère, comme si j'avais dit que je voulais aller sur Mars. Trouve un vrai travail, comptable, employé de bureau ou professeur, quelque chose de sûr. Et comme toujours, Laurie a empiré les choses, tu pourrais travailler chez MC-Do, ils cherchent des cuisiniers, a-t-elle lancé. Et ils ont tous ri. J'ai serré les dents et ravalé ma peine. Je ne sais pas pourquoi, mais malgré toutes leurs moqueries, mon père a quand même accepté de payer mon école de cuisine. Mais il m'a bien prévenu, c'est tout ce que tu auras de moi. N'attends rien d'autre. La maison, l'argent, tout ira à Laurie. Je pensais que ça me ferait mal, mais en réalité, j'ai ressenti un immense soulagement. Je n'avais besoin de rien d'eux. J'avais juste besoin d'une chance, et j'allais l'avoir. L'école de cuisine a été le premier endroit où je me suis vraiment sentie à ma place. Personne ne m'ignorait, personne ne me comparait à Laurie. Là-bas, ton talent était jugé sur ce que tu mettais dans l'assiette, pas sur ton nom. Je restais tard pour m'entraîner. J'améliorais ma technique au couteau, j'apprenais comment les saveurs se marient, et je me poussais chaque jour un peu plus. Pour la première fois, j'avais l'impression d'exister. Je rêvais qu'après l'obtention de mon diplôme, je trouverais un emploi stable et que, petit à petit, j'ouvrirais mon propre restaurant. Mais ce rêve s'est effondré rapidement. Je n'avais aucune économie, aucun endroit où loger. Je n'avais donc pas d'autre choix que de retourner vivre chez mes parents. Dès que j'ai franchi la porte, j'ai compris que rien n'avait changé. Alors, tu es chef maintenant, pas vrai? A dit ma mère d'une voix faussement douce. Ça veut dire que tu vas cuisiner tous les jours à partir de maintenant. De toute façon, tu n'as sûrement rien de plus important à faire, pas vrai? Laurie a ri. Ouais, au moins maintenant tu peux être utile à la famille. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. J'ai accroché mon diplôme de cuisine en silence au mur de ma vieille chambre, une petite pièce avec un papier peint délavé et le même lit usé que j'avais depuis l'enfance. J'avais fait tellement de chemin, juste pour revenir exactement là où tout avait commencé. Mais je me suis fait une promesse, je ne resterai pas ici pour toujours. Un jour, je partirai pour de bon, et je ne reviendrai jamais. Je pensais que la vie changerait après avoir terminé l'école de cuisine, mais non, que j'étais toujours Kayla, toujours invisible, et maintenant aussi la chef non payée de la famille. Chaque jour, je travaillais de longues heures dans un petit restaurant. Le salaire était bas, mais au moins, je gagnais de l'expérience. Mon service commençait tôt et se terminait tard. Mais même après tout ça, en rentrant à la maison, ma mère avait toujours des corvées qui m'attendaient. Tu as un travail maintenant, mais n'oublie pas de faire le ménage, disait-elle. J'avais presque envie de rire, si ce n'était pas aussi cruel. Je faisais des corvées depuis que j'étais une petite fille. Laurie, en revanche, ne faisait toujours rien. Laurie, l'enfant doré, était traitée comme une princesse. Mes parents lui donnaient tout ce qu'elle voulait. Quand elle a commencé sa dernière année de lycée, mon père est rentré dans l'allée avec une voiture neuve, blanche, étincelante. Il souriait et l'a appelée pour qu'elle sorte. Ma petite fille mérite ce qu'il y a de mieux, a-t-il dit en lui tendant les clés. Je suis restée là, à fixer cette voiture brillante sous la lumière du soleil. Une boule s'est formée dans ma poitrine. À l'âge de Laurie, je n'avais même jamais osé rêver d'avoir une voiture. Je marchais ou j'empruntais un vieux vélo pour aller travailler. Une fois, j'avais parlé d'économiser pour m'acheter une voiture d'occasion, et mes parents avaient simplement ri. Avec quel argent? Tu n'arrives même pas à payer un loyer, m'avait-il répondu. Je voulais déménager, mais avec le peu d'argent que je gagnais, louer un appartement seul était impossible. J'essayais d'économiser, mais ma mère trouvait toujours une excuse pour me prendre de l'argent. Tu vis dans cette maison, tu dois participer aux factures, disait-elle. Peu importait que je cuisine tous les repas et que je nettoie la maison chaque jour, je devais quand même leur donner une partie de mon salaire, comme si j'étais une locataire dont personne ne voulait. Ce Noël-là, je me suis promis de faire quelque chose pour me sentir exister. J'ai économisé pendant des mois pour essayer d'acheter des cadeaux à tout le monde. Mais quand j'ai vu les cadeaux luxueux que mes parents ont offerts à Laurie, un tout nouvel iPhone, des bijoux scintillants, j'ai compris que je ne pourrais jamais rivaliser. Alors j'ai acheté des billets de loterie. Pas les moins chers, non, des billets pour le plus gros jackpot de l'année.
Je me suis dit que peut-être, juste peut-être, la chance me sourirait pour une fois dans cette famille. Le matin de Noël, j'ai déposé les enveloppes sur la table. Chacune contenait un billet. Mais quand ils les ont ouvertes, personne n'a souri. Personne n'avait l'air content. Au lieu de ça, ils se sont moqués de moi. Des billets de loterie? Mon père a haussé un sourcil. Tu es sérieuse? Kayla, tu n'as pas pu penser à quelque chose d'utile, a secoué la tête ma mère. Quel gaspillage! Laurie a éclaté de rire et a jeté son enveloppe sur le côté. Waouh, t'es tellement pauvre que tu n'as même pas pu acheter un vrai cadeau. Ils ont tous ri. Je suis restée là, figée. Puis ma mère m'a regardée avec un faux sourire mielleux et a dit, maintenant que j'y pense, vu que Kayla ne nous a rien offert de spécial, elle ne devrait pas non plus attendre de cadeaux de notre part. C'est juste, non? Ils ont tous hoché la tête, comme si c'était la chose la plus logique au monde. J'ai serré le bord de la table, mes ongles s'enfonçant dans ma paume. Puis, sans dire un mot, je me suis levée et j'ai arraché les billets de loterie de leurs mains. Vous savez quoi, ai-je dit, la voix tremblante de colère. Je vais les garder. Joyeux Noël. Je n'ai pas attendu qu'ils répondent. J'ai quitté la maison en trombe, le souffle court, comme si je suffoquais. Noël était censé être un moment en famille, mais je ne m'étais jamais sentie aussi seule de ma vie. Quelques jours plus tard, j'avais presque oublié les billets de loterie. Je les avais glissés dans la poche de mon manteau et laissés sur une chaise dans ma chambre. Je ne pensais pas qu'il se passerait quoi que ce soit. Puis, un matin, pendant ma pause au restaurant, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, pensant que c'était un appel spam, mais la voix au bout du fil m'a figée. Bonjour, est-ce que je parle à Kayla Harrison? Ici Cathy du bureau de la Loterie Nationale. Je vous appelle pour vous informer que vous détenez un billet gagnant du jackpot. Je me suis redressée. Qu'est-ce que vous avez dit? Votre billet correspond à tous les numéros du tirage de Noël. Après impôt, votre gain s'élève à 2 500 000 $. La pièce s'est mise à tourner. J'ai cligné des yeux, serrant mon téléphone, essayant de rester calme. 2 500 000 $. Je n'avais jamais osé rêver d'un chiffre pareil. Tandis que Cathy m'expliquait comment réclamer le prix, ça a commencé à devenir réel. C'était ma chance. Je voulais le dire à quelqu'un, mais je n'avais pas d'amis proches, personne avec qui partager ce moment. Alors j'ai commis la plus grande erreur de ma vie, je l'ai dit à ma famille. Je suis entrée dans la cuisine pendant qu'ils dînaient. Ma voix tremblait encore lorsque j'ai dit, j'ai gagné à la loterie. 2 500 000 $. La pièce est devenue silencieuse. Ma mère et mon père se sont figés. Laurie a posé son téléphone, les yeux grands ouverts. Puis elle s'est levée d'un bond. Attends. C'était le billet que tu allais donner à maman, non? Donc ça veut dire que l'argent appartient à la famille. Un frisson glacé m'a parcouru. Non, ai-je répondu. Vous n'en vouliez pas, souvenez-vous? Je les ai repris. Mon père a lentement posé sa fourchette et hoché la tête. Kayla, tu vis dans cette maison. Tu devrais partager l'argent avec ta famille. Ça pourrait vraiment nous aider. Ma mère a enchaîné, sa voix faussement douce. Ma chérie, tu sais même pas gérer autant d'argent. Ton père et moi, on peut le garder en sécurité pour toi. J'ai laissé échapper un rire amer. N'essayez pas de faire semblant. On sait tous que si je vous donne l'argent, je ne le reverrai jamais. Laurie a serré les poings. T'es tellement égoïste. Tu dois quelque chose à cette famille. T'as vécu sur notre dos pendant des années. Tu penses parfois à qui a payé la nourriture, le loyer et les factures? J'ai ri, un rire sec. Je vous dois quelque chose? J'ai nettoyé la maison, j'ai cuisiné tous les repas, j'ai donné mes salaires à maman. Et maintenant que j'ai enfin gagné quelque chose, soudain je vous dois encore plus? Le visage de mon père s'est assombri. Si tu refuses de partager l'argent, alors tu n'as plus besoin de vivre ici. Je l'ai regardé, abasourdi. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Ma mère se leva, les bras croisés, le regard glacé. Si tu ne comptes pas nous donner cet argent, alors pars. Ne crois pas que tu peux rester ici gratuitement. Maintenant que tu as de l'argent, débrouille-toi. On t'a laissé vivre ici bien assez longtemps. La colère bouillonnait en moi, mais en même temps, un autre sentiment m'envahissait, le soulagement. Je les regardais tous les trois, et pour la première fois, je vis la vérité en face. Ils ne m'avaient jamais vraiment considéré comme faisant partie de la famille.
Je pris une profonde inspiration. Très bien. Je vais partir. Personne n'essaya de m'arrêter. Personne ne semblait désolé. Je montai à l'étage, rangeai mes vêtements dans un sac, pris mes documents et le billet gagnant. Arrivé devant la porte d'entrée, je fis une pause. Merci, dis-je, d'une voix calme et ferme. Grâce à vous, je sais enfin que je n'ai pas ma place ici. Puis je sortis, et je ne me retournai jamais. Je n'avais plus de maison, plus de famille, mais j'avais quelque chose de bien plus précieux, une chance de recommencer ma vie. Je marchais dans la nuit froide d'hiver, tenant mon petit sac qui contenait tout ce que je possédais. Je n'avais pas encore de plan précis, mais une chose était sûre, je ne reviendrai jamais. Ma première destination fut le bureau de la loterie. Je devais m'assurer que l'argent m'appartenait vraiment et que personne ne pourrait me le prendre. Quand je signai le chèque de 2 500 000 $, je compris que ce n'était pas juste de l'argent. C'était ma liberté, mon nouveau départ. Mais je n'allais pas le gaspiller. Je n'étais pas du genre à acheter des voitures de luxe ou des vêtements hors de prix juste pour frimer. J'avais besoin d'un vrai plan. Je louai un petit appartement en périphérie de la ville. Ce n'était ni grand ni luxueux, mais c'était à moi, mon propre espace, pour la première fois de ma vie. Pendant les semaines qui suivirent, je passais des heures chaque jour devant mon ordinateur. Je lisais tout ce que je pouvais sur l'ouverture d'un restaurant, comment trouver un local, obtenir les permis, embaucher du personnel, choisir les fournisseurs et faire la promotion de l'établissement. Je savais que je ne pouvais pas juste compter sur la chance. Il fallait travailler intelligemment. Après plusieurs jours de recherche, je trouvai un vieux bâtiment au centre-ville. C'était autrefois un restaurant, mais il était abandonné depuis des années. L'air sentait l'humidité et le sol était abîmé, mais moi, je voyais son potentiel. Quand je rencontrai le propriétaire, il éclata de rire. Vous voulez transformer cet endroit en restaurant? Bon courage. Mais je n'avais pas besoin de chance. J'avais besoin de travail acharné. Je recrutais des ouvriers pour tout rénover. Je choisis chaque carrelage, chaque lampe, chaque détail. Je ne voulais pas juste ouvrir un restaurant, je voulais créer un lieu qui se sentirait comme une seconde maison pour les gens qui aiment la bonne cuisine et qui cherchent un endroit accueillant. Quelques mois plus tard, je me tenais devant mon restaurant, la table de Kayla. Mon nom était écrit sur l'enseigne. C'était réel. Le jour de l'ouverture fut le plus terrifiant de ma vie. J'ignorais si quelqu'un viendrait. J'ignorais s'ils aimeraient ma cuisine. Mais lorsque le premier client entra, passa commande, et sourit après sa première bouchée, j'ai su que j'avais réussi. Jour après jour, de plus en plus de gens sont venus. Le bouche à oreille a commencé à faire son effet, on parlait de ce petit restaurant où la chef préparait chaque plat avec soin et amour. J'ai créé mes propres recettes, organisé des événements gastronomiques et utilisé les réseaux sociaux pour faire connaître l'endroit. Ce qui avait commencé comme un simple restaurant, la table de Kayla, devint rapidement un immense succès. 1 an plus tard, j'ouvrais un deuxième établissement. 2 ans après, un troisième. Moi, Kayla Harrison, la fille que sa propre famille avait rejetée, j'étais désormais propriétaire d'une chaîne de restaurants en pleine croissance. Et ce n'était que le début. 4 ans plus tard, j'étais assise dans mon bureau, dans le troisième restaurant La Table de Kayla, en train de vérifier des documents financiers, quand mon téléphone sonna. C'était un numéro que je ne connaissais pas. J'hésitai une seconde, puis je décrochai. Kayla? La voix au bout du fil me glaça le sang. Cela faisait 4 ans que je ne l'avais pas entendue. Pas d'appel, pas de message, rien. Et maintenant, tout à coup, elle m'appelait. C'était ma mère. Qu'est-ce que tu veux? Demandai-je, d'une voix froide et maîtrisée. Elle poussa un long soupir, comme si elle portait un fardeau trop lourd. C'est Laurie. Elle a des problèmes. Elle a perdu son travail, elle s'est fait prendre en train de voler. Plus personne ne veut l'embaucher. Elle croule sous les dettes, et la famille va mal. On a besoin de ton aide. Je fermai les yeux, respirant profondément pour contenir la colère qui montait en moi. Et c'est maintenant que vous pensez à moi, dis-je. Vous m'avez mise dehors, vous vous souvenez? Je suis partie. On n'a plus rien à voir les uns avec les autres. Elle reste ta sœur, dit ma mère d'une voix douce, essayant de paraître compatissante. Oui, elle a fait des erreurs, mais elle mérite une chance de se relever. S'il te plaît, tu ne peux pas l'aider? Je ne répondis pas tout de suite. Une partie de moi avait envie de raccrocher, mais une autre, cette petite partie stupide, se souvenait de la petite fille que Laurie avait été, avant de devenir égoïste et cruelle. Je soupirai. Je peux l'embaucher,
mais elle n'aura aucun traitement de faveur. Si elle veut travailler, elle suivra les règles, comme tout le monde. Merci, Kayla. Je savais que tu avais un bon cœur, répondit-elle. Je laissai échapper un rire amer. Maintenant, ils avaient besoin de moi, la même fille qu'ils avaient jetée dehors. Laurie commença à travailler dans l'un de mes restaurants comme responsable des ressources humaines. Au début, elle semblait différente. Elle arrivait tôt, aidait les autres, faisait même des heures supplémentaires. Je commençais à croire qu'elle avait vraiment changé. Mais très vite, j'entendis des murmures. Certains membres du personnel vinrent me voir, mal à l'aise. « Kayla, on entend des choses », me dirent-ils. Il s'avéra que Laurie montait discrètement les employés contre moi. Elle leur disait que je ne les payais pas correctement, que je gardais tout l'argent pour moi. Elle allait même jusqu'à dire que le restaurant aurait dû lui appartenir, que j'avais tout volé à la famille. Au début, je ne voulais pas y croire. Mais ensuite, je remarquai le changement. Certains employés devinrent silencieux en ma présence. D'autres évitaient mon regard. L'ambiance n'était plus la même. Un jour, mon chef cuisinier, Wayne, me prit à part, la voix grave et sérieuse. « Kayla, tu dois savoir quelque chose, » dit-il. Laurie fout le bazar. Elle dit aux employés que s'ils se mettent en grève, tu seras obligé d'augmenter les salaires ou de fermer le restaurant. Une colère froide monta lentement en moi. Je lui avais donné une chance. Je l'avais laissée revenir dans ma vie, et elle m'avait trahi. Mais je n'étais plus la Kayla d'avant. Elle allait découvrir qui j'étais devenue. Je serrai les poings. Ne t'en fais pas, Wayne. Je sais exactement quoi faire. Au début, je pensais que Laurie voulait juste nuire à ma réputation. Mais ce qui arriva ensuite fut bien pire. Un soir, Juliana, ma responsable financière, entra dans mon bureau, le visage livide. « Kayla, on a un problème, » dit-elle. Je levai les yeux de mes papiers. « Quoi donc ? » « Il manque 10 000 $ ce mois-ci. L'argent a disparu. Il n'y a aucune trace d'un retrait du coffre. » Mon cœur se serra. « Est-ce que quelqu'un d'autre est au courant ? » demandai-je. Juliana secoua la tête. Je l'ai découvert en revérifiant tout. Mais Kayla, seules quelques personnes ont accès à ce coffre. Toi, moi, Wayne et... Elle n'osa pas dire son nom, mais je le savais déjà. Laurie. Je ne voulais pas y croire sans preuve. Mais je ne pouvais pas laisser passer ça. Si quelqu'un me volait, moi et mon équipe, il devait en répondre. J'installai donc discrètement des caméras de surveillance cachées près du coffre et dans le bureau de la comptabilité. 5 jours plus tard, tard dans la nuit, alors que je consultais des rapports, je reçus une alerte, activité inhabituelle détectée dans le bureau de la comptabilité. Je cliquai sur le flux en direct de la caméra, et elle était là. Laurie. Elle entra discrètement dans le bureau, regarda autour d'elle pour vérifier si personne ne la voyait, puis ouvrit le coffre. Ses mains s'agitèrent rapidement, fourrant des liasses de billets dans son sac à main. Je retenais mon souffle. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais, mais c'était clair comme de l'eau de roche. Je lui avais donné une seconde chance, et elle m'avait trahi à nouveau. Le lendemain matin, j'appelai la police. Quand ils arrivèrent au restaurant et demandèrent Laurie, elle paniqua. « Quoi ? Que faites-vous ? » « Je n'ai rien fait. » Je restai là, les bras croisés, la voix calme et ferme. « J'ai des preuves. Les caméras ont tout enregistré. » Le visage de Laurie devint livide. « Tu ne ferais pas ça, pas à moi ? » Je la regardai droit dans les yeux. « Je le ferai. » Les policiers lui passèrent les menottes, là, dans le restaurant, devant les employés et les clients. Moins d'1 heure plus tard, mes parents débarquèrent dans le restaurant, furieux. « Kayla, mais qu'est-ce que tu es en train de faire ?» hurla mon père. « Tu as appelé la police contre ta propre sœur ?» Ma mère se tenait à ses côtés, en pleurs. « Elle a juste fait une erreur. Était-ce vraiment nécessaire d'être aussi cruel envers ta sœur ?» Je lâchai un rire sec. « Une erreur ? La vraie erreur, c'est d'avoir cru que je pouvais vous refaire confiance. » Mon père me pointa du doigt. « Tu vas le regretter. Si tu ne retires pas ta plainte immédiatement, tu n'es plus notre fille. » Pour la première fois de ma vie, ces mots ne me blessèrent pas. Ils me libérèrent. Je croisai les bras et répondis calmement. « Très bien. Faites comme si je n'avais jamais existé, exactement comme le jour où je suis partie. » Ils continuèrent à crier. Ma mère pleura. Mon père menaça de me poursuivre en justice.
Mais je ne ressentais plus rien. Je les regardais sans émotion. Finalement, ils partirent en claquant la porte, emportant avec eux la même haine qu'ils avaient toujours eue. Mais cette fois, je ne ressentis ni douleur ni tristesse, seulement la paix. La porte que j'avais autrefois laissée entr'ouverte pour eux était désormais fermée pour toujours. Le jour du procès, j'arrivais en avance, non pas parce que j'avais envie d'être là, mais parce que je voulais voir si Laurie allait encore avoir le culot de me mentir en face. Elle entra dans la salle d'audience, impeccable. Ses cheveux parfaitement coiffés, ses vêtements soignés, une expression douce comme si c'était elle, la victime. Lorsqu'elle prit la parole, elle soupira et secoua la tête, comme pleine de remords. « Je n'ai jamais voulu voler ma sœur, dit-elle, la voix tremblante, sur le point de pleurer. J'ai juste emprunté l'argent. J'avais l'intention de le rendre. Mais avant que je puisse le faire, elle a appelé la police. Jamais je n'aurais pensé qu'elle ferait ça à sa propre famille. Je serrai les poings, mais je restai silencieuse. J'avais attendu ce moment. Le procureur se leva. « Mademoiselle Harrison, savez-vous que ce n'est pas la première fois que vous êtes accusée de vol ?» Le visage de Laurie se décomposa. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. » Les portes de la salle d'audience s'ouvrirent, et un homme entra. Je le reconnus immédiatement, c'était l'ancien patron de Laurie. Il se plaça devant le jury et raconta tout ce qu'elle avait fait dans son entreprise. Il expliqua comment Laurie avait volé de l'argent et, lorsqu'elle s'était fait prendre, elle avait inventé un mensonge ignoble, l'accusant de harcèlement sexuel pour échapper aux conséquences. La salle d'audience se remplit de murmures choqués. Les yeux de Laurie s'écarquillèrent. Pour la première fois, elle n'avait plus aucune excuse. Plus aucun mensonge derrière lequel se cacher. Le procureur fit alors écouter un enregistrement audio. On y entendait d'anciens employés confirmer que Laurie avait tout inventé pour se protéger. Quand le juge rendit son verdict, Laurie fut reconnue coupable de vol et de fraude. Je la regardai pendant que les agents lui passaient une nouvelle fois les menottes. Elle se mit à pleurer, à supplier, mais personne ne l'écouta. Puis elle me lança un regard rempli de haine. « Tu vas le regretter, Kayla, siffla-t-elle. Tu m'as volé ma vie. » Je la regardai droit dans les yeux, une dernière fois. « Non, Laurie. C'est toi qui as détruit ta propre vie. » Après ce jour, je n'ai plus jamais parlé à ma famille. Ils m'ont appelé plusieurs fois pour me blâmer, pour me supplier, mais je n'ai jamais répondu. J'avais coupé tous les liens. Ils ne faisaient plus partie de ma vie. Je me suis concentrée sur mon travail et sur le développement de mon restaurant. 2 ans plus tard, Kayla Estable comptait 6 établissements dans tout l'État. Le nom était devenu une référence dans le monde de la gastronomie. Mais au-delà du succès, je n'étais plus seule. Wayne, Juliana et toute mon équipe fidèle n'étaient pas seulement des collègues, ils étaient ma véritable famille. Une famille construite sur le respect, la confiance et l'amour, pas sur les liens du sang. J'étais autrefois Kayla, la fille oubliée, celle que personne ne voyait, dont personne ne se souciait, la rejetée. Mais aujourd'hui, je suis Kayla Harrison, la femme qui a construit son propre avenir et qui ne laissera jamais personne le lui enlever. L'histoire de Kayla n'est pas seulement la sienne. C'est une histoire dans laquelle beaucoup de gens peuvent se reconnaître. Certains sont blessés ou utilisés par leur propre famille, mais ils se relèvent quand même. Cette histoire est un rappel. La famille n'est pas toujours synonyme d'amour et de sécurité. Et parfois, couper les ponts avec des personnes toxiques est la seule façon de découvrir sa vraie valeur. Le succès ne vient pas de la chance. Il vient du travail, de la force et du fait de croire en soi. La vie de Kayla prouve une chose, ton passé ne détermine pas ton avenir. C'est toi qui le fais. Et vous, que pensez-vous de l'histoire de Kayla? Avez-vous déjà vécu quelque chose de semblable ou connu quelqu'un qui a dû se battre pour prouver sa valeur? Partagez vos pensées dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour d'autres histoires vraies et puissantes sur la famille et la résilience.